législatives 2024, 7e circonscription. Le débat avec Marie Chevillard et Alexis Velayoudom. Bonsoir, bienvenue sur Oxygène Radio, bonsoir à toutes et à tous. Débat d'entre-deux tours des élections législatives. Ce soir, on se concentre donc sur la 7e circonscription. Pour m'accompagner, Marie Chevillard. Bonsoir Marie. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Guillaume Joanneau, candidat du nouveau Front Populaire, bonsoir. Bonsoir. Et Philippe Bolo, candidat et député sortant de la majorité présidentielle MoDem. Bonsoir Philippe Bolo. Bonsoir. Donc on le disait, 7e circonscription qui va se transformer en triangulaire pour ce second tour dimanche. Marie, avant de donner la parole, peut-être faire un petit résumé de ce qui s'est passé pour ce premier tour. Effectivement, Alexis, vous parliez d'une triangulaire pour ce second tour. On va revenir sur le premier tour où il y avait 8 candidats, effectivement. 8 candidats, donc avec 3 candidats à la qualifier pour ce second tour. On rappelle les résultats. Donc, Philippe Bolo, vous êtes arrivé en tête avec 33,86% des voix dimanche, suivi par le nouveau Front Populaire de vous, socialiste Guillaume Joanneau, avec 29,07% des voix. Et puis en troisième position, le Rassemblement national de Clémence Lascaux, avec 27,38% des voix. Des chiffres qui ont évolué d'ailleurs jusqu'à dimanche soir tard, forcément vous vous en souvenez, puisque Guillaume Joanneau, vous étiez à ce moment-là troisième avant les résultats définitifs du vote, avec en deuxième donc la candidate du Rassemblement national. Et c'est grâce, si j'ose dire, en tout cas, aux résultats des votes définitifs d'Angers que vous êtes passé en deuxième position. Ce qui permet un peu de voir aussi justement comment ont voté les différentes communes de cette 7e circonscription. Et si on doit détailler un petit peu, justement, le Rassemblement national est arrivé en tête dans la majorité des communes rurales. Vous, Philippe Bolo, vous êtes arrivé en tête plutôt sur les communes phares de cette 7e circonscription, Segré en Anjou Bleu, Candé, le Lion d'Angers, toutes les communes sur l'axe le Lion d'Angers-Angers, mais aussi Armaillé. Et puis Guillaume Joanneau, vous êtes arrivé, je le disais, donc plutôt en tête sur les bureaux de vote d'Angers et proche d'Angers, forcément la commune aussi où vous êtes élu, Montreuil-Juigné, là aussi. Et puis un autre Montreuil-sur-Maine, là aussi vous êtes arrivé en tête sur cette commune. Rappelons que donc c'était une triangulaire. Rappelons que la candidate du Rassemblement national, Clémence Lascaux, 29 ans, coordinatrice d'action culturelle, a été sollicitée par nous depuis dimanche. Nous lui avons proposé plusieurs jours, plusieurs créneaux qu'elle a refusé en raison d'un problème de transport. C'est ce qu'elle nous a expliqué. Pour revenir au débat, monsieur, nous avons choisi 3 thèmes sur lesquels vous avez été mis au courant, environ 10 minutes chaque thème. On va essayer de tenir ces créneaux-là. L'accès à la santé, le pouvoir d'achat, et on finira par votre vision un petit peu de l'agriculture. Mais d'abord, avec Marie, on va tenter de comprendre ce qui a motivé chacun votre candidature. En rappelant un peu une petite carte d'identité de chacun, on commence avec vous, Guillaume Joanneau. Vous avez 36 ans, vous êtes conseiller d'entreprise agricole. Vous êtes, on l'a dit un petit peu entre les lignes tout à l'heure, élu d'opposition à la mairie de Montreuil-Juigné. L'opposition de gauche, logiquement. Vous étiez déjà candidat il y a 2 ans, en 2022, pour ces élections législatives pour les socialistes, sous l'étiquette à l'époque de la NUPES. Là, vous êtes reparti donc cette année, investi par le nouveau Front Populaire. On sait qu'il y a certains élus socialistes qui se sont présentés sous la bannière du Parti socialiste. En l'occurrence, on peut citer Jérôme Guedj. Pourquoi vous êtes lancé sous la bannière du nouveau Front Populaire? Et plus globalement, qu'est-ce qui vous a incité à repartir en campagne? Alors, merci de déjà nous recevoir ce soir pour un débat avec Monsieur Bolo. Donc, effectivement, qu'est-ce qui fait que je me suis motivé à repartir en 2024 avec Marie Fortin? On avait déjà fait ce binôme-là, ce même binôme en 2022. Pour nous, avec Marie, la force de la gauche, c'est d'être unis. Moi, vous avez rappelé que j'étais candidat aussi aux élections municipales à Montreuil-Juigné. Quand j'avais monté une liste en 2020, c'était les forces de gauche toutes réunies. Donc, j'ai toujours eu la volonté d'unir toutes les forces de gauche pour avoir la pluralité des idées, pour pouvoir construire des projets qui ont du sens pour le territoire. Et donc c'est dans ce sens-là qu'en 2022, on l'avait fait avec Marie. On avait été après investi dans le cadre de la NUPES, et au soir du 9 juin, des élections, qu'on a su qu'il y avait la dissolution, j'ai appelé Marie, j'ai dit, nous avions un binôme qui avait du sens, un binôme qui rappelait toutes les valeurs de la gauche, toutes les tendances de la gauche. Donc, est-ce que Marie, on repart? Et donc, elle a répondu favorablement. Et après, dans la suite, on a eu l'investiteur au niveau national.
Et donc face à vous, vous avez Philippe Bolo, vous avez 57 ans, vous êtes député sortant du parti MoDem, membre de la majorité présidentielle, élu en 2017 sur cette 7e circonscription. Donc, puis en 2022, à l'Assemblée nationale, vous m'arrêtez si je me trompe, vous étiez dans la commission des affaires économiques, c'est ça. Ingénieur agronome de formation, vous avez débuté votre vie politique en 2008 comme conseiller municipal à Avrier, c'était sous Marc Laffineur, le maire. Alors, après la dissolution de l'Assemblée nationale du 9 juin, vous étiez un petit peu en colère contre Emmanuel Macron et son gouvernement. Vous avez regretté un petit peu le manque de mea culpa, de remise en cause de la majorité. Vous avez même hésité à repartir. Si vous êtes élu, vous souhaitez que les élus MoDem gardent leur indépendance vis-à-vis de la majorité. Philippe Bolo, qu'est-ce qui vous a fait repartir du coup en campagne, et ça veut dire quoi garder son indépendance vis-à-vis de la majorité? Alors déjà, merci. Vous avez une minute. Oui. Merci beaucoup pour ce débat. Je regrette moi aussi que la candidate, notre troisième membre de cette triangulaire ne soit pas là pour défendre ses idées. Moi, ce qui m'a fait partir, c'est surtout l'attachement au territoire. Ce territoire donc, que je représente depuis 2017. Je représente ces associations, ces agriculteurs, ces entreprises, toutes celles et ceux qui y vivent. Et c'est une véritable fierté de le faire, parce qu'on a beaucoup d'atouts. Et à de nombreuses reprises, j'ai parlé de ce territoire à l'Assemblée nationale, à de nombreuses reprises dans les textes de loi, j'ai essayé de faire en sorte qu'ils servent le territoire. À de nombreuses reprises, j'ai fait venir des collègues ici, dans le Haut-Anjou, sur Angers, et ils m'ont dit la chance que j'avais d'être dans un territoire aussi dynamique. Donc ça, c'est véritablement quelque chose qui a compté. Ensuite, l'autre décision de repartir, le deuxième point, c'est de se dire il fallait que je défende mes valeurs démocrates, ces valeurs de liberté, égalité, fraternité, laïcité, solidarité, qui pouvaient être très mises à mal par un potentiel candidat RN qui viendrait à gagner la circonscription. Et puis, dernier point qui m'a poussé à repartir, c'est que j'avais des travaux à poursuivre. C'est-à-dire que le soir, nous nous sommes fait virer avec un manque de mea culpa, vous l'avez dit, de la part de certains. Il vous reste une seconde. Voilà, écoutez, il y avait des travaux à poursuivre, donc je veux les poursuivre, c'est pour ça que je suis reparti. Ouais, donc on va démarrer ce débat, on a choisi 3 thèmes. Le premier thème, Marie, c'est l'accès à la santé, qui est un thème important sur le territoire. Thème important, en effet, puisqu'on sait que... Donc, c'est valable effectivement sur la France entière, mais aussi sur le département. En Maine-et-Loire, 15% des habitants n'ont pas de médecin traitant. Et parmi eux, on sait, donc ça c'est plutôt des statistiques nationales, qu'il y a 1 Français sur 200 médecins traitants qui du coup renoncent à se faire soigner. Il y a un amendement qui a été proposé par un groupe transpartisan de députés à l'Assemblée nationale sur la régulation de l'installation des médecins. On sait, c'est un petit peu un serpent de mer aussi. Il a été rejeté il y a un petit peu plus d'1 an à l'Assemblée nationale. Guillaume Joanneau, vous, ça fait partie de votre programme justement de favoriser cette régulation des médecins. Pourquoi c'est important ? Alors effectivement, c'est quelque chose que nous portons à gauche, que peut-être M. Bolo va s'opposer. Mais aujourd'hui, en Pays de la Loire, il manque 500 médecins généralistes. Donc à un moment donné, il faut pouvoir remailler le territoire de médecins, de professionnels de santé qui vont être là pour les populations. Aujourd'hui, c'est une vraie difficulté pour certaines personnes qui sont éloignés de ces professionnels de santé. Et donc, on sait bien qu'à un moment donné, si on est éloigné de tout ça, dans les prises en charge, ça peut prendre un peu plus de temps. Et donc, après, les pathologies peuvent s'aggraver. Et donc, ça coûtera encore beaucoup plus cher pour le système de santé. Et donc, on régule, c'est ça ? Et donc, nous, notre objectif, c'est bien de réguler l'installation des médecins pour pouvoir mailler le territoire et que les citoyens ne soient pas exclus dans certains territoires des professionnels de santé. Alors après, on pourra débattre dessus. Nous, on partage le constat que le modèle canadien est quelque chose de bien. Alors après, on pourrait en débattre en disant qu'il peut y avoir quelques difficultés. Mais effectivement, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de médecins qui vont à la retraite. Et donc, la proposition, par exemple, du Rassemblement national, qui est de dire on va refaire revenir les médecins à la retraite. Quand ils partent à la retraite, ils l'ont déjà bien gagné et ils ont 70 ans, ils ont le droit au repos. Et donc après, nous, on est pour l'accompagnement et faire en sorte qu'il y ait une régularisation et on ouvre le système. Le numerus clausus a été ouvert. Il faut une dizaine ou une douzaine d'années pour former des médecins. Il faut le temps, mais il faut favoriser l'installation dans les territoires défavorisés. Pour être concret, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent aussi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les jeunes médecins, ils sortent d'études, souvent une dizaine d'années, on leur dit, bon, vous allez, je vais prendre l'exemple d'un département qui est à côté, la Mayenne, qui fait partie des déserts médicaux, vous allez en Mayenne, parce qu'ici, il manque de médecins, ça marche comme ça, on leur impose cette décision ? Exactement, alors après, il peut y avoir plusieurs mécanismes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des aides pour accompagner, mais c'est exactement déjà le cas pour des fonctionnaires qui font des hautes études, par exemple administratives, où ils ont un droit, ils ont un devoir vis-à-vis de l'État, un certain nombre d'années à donner du fait de leur formation gratuite. Donc à un moment donné, la même chose peut être imposée vis-à-vis des médecins pour favoriser un certain temps de présence dans des territoires défavorisés. Et après, s'ils veulent déménager et s'installer dans d'autres zones qui leur conviennent,
il n'y a pas de difficulté. On sait que les syndicats des médecins sont plutôt opposés, ils manifestent d'ailleurs contre, il y a eu le projet de loi Valtou aussi là-dessus. Vous, Philippe Bolo, quelle est votre vision là-dessus? Est-ce qu'on régule l'installation des médecins? Qu'est-ce qu'on fait? Ma vision, c'est qu'il faut regarder d'où vient le problème et qu'il y a deux dimensions dans le problème. La première, c'est effectivement l'effectif de médecins qui est insuffisant. On est aussi dans une société qui vieillit, une société qui a plus de demandes d'accès à des soins, donc il faut regarder la dimension de la population médicale en capacité de soigner les personnes. Et puis la deuxième dimension, c'est celle de la pratique. C'est-à-dire que parler de la médecine, c'est à la fois des actes chirurgicaux pour les cas les plus graves, jusqu'à soigner une entorse, et parfois des choses beaucoup plus simples, telles que par exemple une vaccination. Et il y a aussi une autre solution qui peut être envisagée, c'est celle d'élargir certains gestes médicaux à des personnes qui ne sont pas médecins, qui peuvent être pharmaciens, qui peuvent être infirmières, etc. C'est ce qui a été proposé, qui est un peu en cours. Mais qui peut être encore élargi, parce qu'il y a aussi... Mais vous savez que les pharmaciens s'y opposent, ils ont manifesté, il y a eu 90% des cabinets qui étaient fermés lors de la journée de manifestation, sont pas forcément pour cette solution. Qu'est-ce qu'on... Je parlais de pharmaciens, mais nous avons aussi des infirmiers, enfin Ouais. le panel des professions médicales est suffisamment large pour que chacun puisse effectuer des actes sur lesquels il se sent à l'aise pour le faire, qu'on leur donne le droit de le faire, parce qu'il y a aussi parfois ce frein-là qui peut arriver. Donc en jouant sur les deux, l'effectif et comment on peut, si vous voulez, répartir mieux la charge de travail qui pèse parfois uniquement sur les médecins généralistes qui ne sont pas assez nombreux, on peut arriver à trouver des solutions. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'en définitive, le sujet, il est le sujet de « j'arrive pas à trouver un médecin dans un délai raisonnable, à une distance raisonnable ». Et même j'irai plus loin. Lorsque j'ai mon ordonnance et que j'arrive à la pharmacie, parfois je peux même pas avoir les médicaments. Donc ça, c'est un autre sujet, celui de la souveraineté industrielle de la France et de la capacité à produire et à délivrer les médicaments prescrits sur les ordonnances. Donc ça, ces sujets-là, ils existent aussi bien quand on est à Angers que quand on est à Carbet, à Segré, etc. Donc il y a aussi une véritable dimension territoriale. Et je pense pas qu'il y ait un modèle unique qui permette de dire que la solution, elle est valable partout. Ça va être différent à Angers, la méthode de travail. Et il est peut-être plus facile de faire venir des nouveaux médecins à Angers parce qu'il y a l'attractivité de la ville, etc. Ça va être peut-être plus compliqué ici. Et donc moi, je suis persuadé qu'il y a un rôle aussi important de la part des collectivités territoriales. Et je connais beaucoup d'élus de ce territoire avec lesquels je parle du sujet régulièrement, qui sont prêts aussi à montrer l'attractivité et l'intérêt de leur territoire pour faire venir des médecins sur ce territoire-là. Vous parlez du salariat de médecins par les départements? Non, je parle de la dimension territoriale, de se dire que quand on vient à Segré, on n'est pas plus malheureux que quand on est à Angers ou à Paris. Mais comment on fait pour le montrer, ça, justement, pour inciter? Alors, on avait essayé d'enclencher une démarche en la matière, c'est-à-dire de faire de la promotion de nos territoires auprès des jeunes qui sont en études de médecine pour leur dire, bah, écoutez, c'est pas dramatique de venir s'installer à Segré, vous pourrez y installer votre famille, vous aurez des écoles, il y a des activités culturelles, des activités sportives, des activités commerciales. Segré est une ville attractive. Il faut aussi cette dimension territoriale. Elle rentre en ligne de compte en augmentant les effectifs et en répartissant la charge de travail. Et sur le sujet de l'augmentation des effectifs, reconnaissons une chose, quand nous avons libéré le numerus clausus la dernière fois, il y a peut-être eu un oubli. Moi, je l'analyse de cette façon-là. L'oubli de dire, c'est qu'il fallait derrière les moyens après pour former les jeunes qui arrivaient. Il fallait les places dans les amphithéâtres, il fallait les places de stage, il fallait les professeurs de médecine pour les encadrer. Et là, il y a peut-être eu un manque, donc il faut savoir jouer. Quand on ouvre le numerus clausus, il faut aussi après regarder dimension par dimension, quels sont les moyens supplémentaires à ajouter. Donc si on comprend bien, vous êtes plutôt sur de l'incitation, plutôt de la régulation d'installation. Vous, l'incitation, Guillaume Joanneau, ça vous parle ou ça reste compliqué? On sait que les syndicats de médecins, c'est souvent compliqué aussi de leur imposer des choses. Mais effectivement, après, ça peut être compliqué vis-à-vis des syndicats de médecins. Mais à un moment donné, il faut aussi avoir une puissance publique forte et qui puisse aussi organiser, mailler le territoire. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut pour les citoyens? Et effectivement, quand on a un certain corporatisme, on veut défendre son précaré. Mais au Canada, ça a été très bien fait et maintenant, ça a joué le jeu. Quand vous parlez aussi de salariés des médecins dans des collectivités, moi, c'est une démarche que je favorise. Parce qu'effectivement, à un moment donné, la notion du travail, l'évolution aussi de la société fait que les médecins d'aujourd'hui ne font plus forcément la même médecine ou ne veulent plus exercer comme autrefois. Et donc, de ce point de vue-là, il faut aussi pouvoir proposer des solutions qui soient adaptées pour eux. Et dans ce cas-là, on crée des maisons médicales avec des agents qui vont s'occuper de l'administratif et qui libèrent du temps de soins pour ces médecins salariés et les autres professionnels de santé. Effectivement, une chose aussi que je partage avec M. Bolo, c'est qu'il faut revoir le décret de compétences sur les professionnels de santé parce que, effectivement, par exemple, pour tout ce qui est acte de gynécologie, aujourd'hui, c'est exclusivement fait par des médecins gynécologues, obstétriciens, pardon. Qui sont en manque. Exactement, qui sont en déficit. Et donc aujourd'hui, on a des sages-femmes
libérales qui sont formées sur ces actes-là, mais qui n'ont pas le droit de les faire. Et bien justement, pour pouvoir permettre de libérer ou de permettre d'avoir une offre de santé pour les habitants et les femmes, et ben, il faudrait pouvoir ouvrir ce décret de compétences. Sur la santé, donc il y a la médecine générale, il y a aussi la question des hôpitaux, des urgences. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je sais que le nouveau Fonds populaire, on est plutôt sur débloquer beaucoup plus de moyens financiers dans un service public où ça devient de plus en plus compliqué. Vous, Philippe Bolo, quel est ce regard sur la considération des urgences et plus largement des hôpitaux? Là, effectivement, il faut absolument rendre à l'hôpital sa fonction première qui est celle d'accueillir des patients et de les soigner. Et quand on écoute ce qui se passe quelles sont les difficultés, les verrous qui permettent pas d'accueillir dans les meilleures conditions les patients, il y a aussi une dimension qu'on oublie un peu trop parfois, c'est celle de que fait le médecin, que fait l'infirmier, que fait l'aide-soignant. Et aujourd'hui, on est arrivé aussi dans une société où il y a beaucoup de complexification, de démarches administratives qui vont venir empiéter sur le temps de travail de celui d'apporter le soin. Donc là, les démarches de simplification sont aussi de nature à libérer du temps auprès du personnel médical qui va, quand il va accueillir les patients, va avoir plus de facilité à s'occuper de ces patients-là plutôt que d'aller suivre toutes ces formalités administratives qui sont importantes, parce que c'est de la traçabilité, c'est du contrôle, c'est de la qualité, etc. Mais on a aussi toutes ces dimensions-là à regarder à nouveau. Après, le sujet des moyens attribués aux hôpitaux, il est essentiel. Mais chaque fois qu'on parle de moyens, moi je dis il faut bien s'assurer de l'équation entre les nouvelles ressources qu'on affecte et qu'on décide de flécher. Et il n'y a aucun sujet pour ne pas débattre de cela. Mais après, l'argent, il n'est pas magique, il ne vient pas de nulle part. Et donc de savoir où est-ce qu'on va chercher cet argent, où pour le mettre à cet endroit-là. Et qu'en plus, on n'a pas que le sujet de l'argent à gérer, le sujet de l'hôpital à gérer avec l'argent public. On a l'école, on sait qu'il y a aussi d'autres sujets. On a les EHPAD, peut-être, on pourrait le mettre dans le sujet de la santé, mais pas que. C'est aussi un sujet important. Et toutes les autres politiques publiques. Donc il y a véritablement cette rigueur de comment j'affecte les moyens au mieux, avec la meilleure efficience, qui est important. L'argent, justement, Guillaume Joanneau, il vient d'où? Si on veut remettre des moyens dans les services publics, plus largement, mais l'hôpital? Effectivement, l'argent magique n'existe pas. Donc à un moment donné, quand on veut faire des dépenses, il faut avoir des recettes. Aujourd'hui, dans le programme du nouveau Fonds populaire, je pense que M. Bolo l'a lu et il serait inspiré de pouvoir le transmettre à M. Macron pour qu'il puisse s'en inspirer pour renforcer nos services publics. Nous, à gauche, nous voulons des services publics forts, renforcés et qui maillent l'intégralité du territoire. Et effectivement, face à cet argent, comment on fait? Nous, dans notre programme, on veut augmenter le nombre de tranches fiscales pour l'impôt sur le revenu et une progressivité sur la CSG, qui fait que, en gros, les classes populaires et les classes moyennes vont moins payer, mais l'effort contributif est reporté sur les classes à haut revenu, avec un retour de l'ISF. En gros, tout ça, ça a été chiffré par des économistes. On récupère des recettes fiscales, aussi par la consommation des classes populaires. On en reparlera dans d'autres thématiques sur le pouvoir d'achat tout à l'heure. Mais en gros, on récupère des recettes qui permettent d'être réallouées pour renforcer nos services publics, y compris la santé, y compris l'éducation, y compris les transports. Justement, on va y revenir juste après. C'est la fin du premier thème. On vous laisse avec une petite pause et puis on revient après. Législative 2024, 7e circonscription. Le débat avec Marie Chevillard et Alexis Velayoudom. De retour sur les antennes d'Oxygène Radio. Merci encore d'être là. Philippe Bolo, député sortant MoDem, et Guillaume Joanneau, candidat du nouveau Front populaire. On a parlé juste avant de l'accès à la santé. Autre thème qui est plutôt même national, qui a pris de l'ampleur sur les débats, que ce soit télévisés, mais les débats nationaux entre les différentes représentations. Le pouvoir d'achat, donc ce deuxième thème. Le pouvoir d'achat, c'est l'un des thèmes centraux donc, de cette campagne. Philippe Bolo, qu'est-ce que vous faites, vous et la majorité présidentielle, pour permettre tout simplement aux Français d'augmenter leur pouvoir d'achat? J'ai envie de commencer par un exemple personnel, un élément de bilan personnel qui montre toute la variété de ce qu'on peut faire pour le pouvoir d'achat. C'est ce que j'avais fait sur les chèques énergie dans les EHPAD. Sur ce territoire-là, un élu m'avait dit qu'une personne de sa famille touchait un chèque énergie d'une valeur faciale de 200 €, mais qu'il ne pouvait pas l'utiliser parce qu'il n'était plus à son domicile, mais dans un EHPAD. Eh bien, l'idée était de dire, le chèque énergie, elle va le donner à son directeur d'EHPAD, qui peut le recueillir auprès d'elle et d'autres personnes présentes dans son établissement, et lui faire une réduction du montant du chèque, et lui permettant de payer le directeur en question sa facture d'électricité. Ça a été un long combat, ça a duré 2 ans, mais ça a été obtenu. Ça, c'est un élément qui, par exemple, permet de donner du pouvoir d'achat à différentes personnes. Sur l'analyse plus précise de ce qu'il faut faire, je pense qu'ici aussi, il faut distinguer 2 choses. La première, c'est les prix, et la deuxième, c'est les revenus. Sur les prix,
les solutions à apporter à l'augmentation du prix de l'énergie ne sont pas exactement les mêmes que les solutions à apporter à l'augmentation du prix de l'alimentation ou encore des biens de consommation. Donc à chaque domaine, une mesure très particulière. Autre élément de bilan. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Je vous donne un autre exemple, justement, un élément de bilan. On prend la crise ukrainienne, l'augmentation du prix des énergies. Ce qui avait été fait à l'époque, c'était de plafonner le prix de l'électricité et du gaz, et le surcoût était pris en charge par l'État. Donc c'était la création de dette publique sur laquelle aujourd'hui on dit vous avez créé de la dette. Elle a quand même été faite pour permettre à chacun des Français de continuer à avoir une facture, certes encore chère, mais qu'ils pouvaient payer, et sinon le pouvoir d'achat repartait encore plus à la hausse. Donc là, l'idée, c'est de dire on pérennise ce système ? Non, parce que depuis, il y a beaucoup de choses qui ont évolué sur l'énergie, notamment avec les centrales nucléaires qui ont été remises à niveau, donc on a une capacité de production du nucléaire qui est bien plus importante. On a voté des lois pour faire des énergies renouvelables qui produisent des électrons en quantité plus importante. Donc tout ça concourt à ce qu'il y ait plus de disponibilité, que les prix de l'électricité diminuent. Que depuis, il y a eu aussi une grande réforme du marché de l'énergie européenne qui est de nature à réduire les prix de l'électricité. Donc il y a à la fois, vous voyez, des mesures qui peuvent être portées par chaque député, des mesures qui peuvent être prises en charge par l'État avec la puissance publique, avec l'argent public qui permet de permettre à chacun de continuer à vivre. Et n'oublions pas aussi ce qui s'est passé pendant la Covid avec la prime qui a été donnée, tout l'argent qui a été mis sur la table pour permettre à chacun de continuer. Mais les entreprises remboursent aujourd'hui, oui. La plupart. Alors, oui, tout à fait. Mais c'est toujours pareil, ce qu'on a dit juste dans le débat précédent, il n'y a pas d'argent magique. Hein. Mais ça a quand même permis à de nombreuses familles, à de nombreuses entreprises de continuer à vivre et de continuer à consommer. D'ailleurs, c'est pas si facile que ça de consommer parce que les magasins fermés, mais ça, c'était d'autres dimensions. Voilà, donc les leviers sont multiples. C'est à la fois jouer sur les prix et aussi jouer sur les revenus. Et jouer sur les revenus, c'est le partage de la valeur également dans les entreprises. Guillaume Joanneau, justement, on rebondit là-dessus. Jouer sur les revenus, c'est un petit peu ça. Jouer même sur le SMIC. La mesure phare du nouveau Front Populaire, c'est le SMIC à 1 600 €. Est-ce que déjà, c'est finançable, ce type de mesure ? Alors, et comment ? Effectivement, c'est la mesure phare, mais il n'y a pas que ça. Hein. Dans le pouvoir d'achat, dans les propositions de pouvoir d'achat, il y a aussi la revalorisation du traitement des agents, des fonctionnaires, de plus 10%. Bien sûr, moi étant élu local, quand on construit des budgets, on va se dire oui, mais il va y avoir un coût pour la collectivité. Non, l'augmentation de 10% des traitements des agents sera intégralement compensée par la puissance publique. Donc pas de surcoût pour les collectivités. Et dans ces agents, on a aussi l'éducation, on a la santé, on a tous les services publics pour qu'aujourd'hui le travail paye et qu'on n'ait pas de difficulté à boucler la fin. Mais compenser alors qu'en ce moment la dette publique est déjà assez haute, ça veut dire on compense où ailleurs, on compense ailleurs. Et c'est ce que je vous ai dit dans la thématique juste avant, c'est qu'à un moment donné, quand on a parlé sur la thématique de la santé, si à un moment donné on fait une évolution sur une réforme fiscale pour réduire la fiscalité et l'imposition pour les classes moyennes et populaires et qu'on transfère cette fiscalité sur les hauts patrimoines, on récupère de l'argent. Également, quand on augmente les minima, le SMIC, les pensions des traitements de 10% des agents fonctionnaires, plus un salaire minimum pour les agriculteurs, plus augmentation du minimum vieillesse, en fait, on n'est pas sur la démarche du ruissellement évoqué par Emmanuel Macron et donc M. Bollot. On est sur, moi j'ai envie de dire, le jaillissement sur la population. On est sur de la consommation populaire, là où les personnes avant se restreignaient, n'allaient pas forcément au cinéma, au restaurant, avoir des petits plaisirs du quotidien. Et bien là, on retrouve aussi des recettes fiscales liées à cette activité qui remaille le territoire. Mais ça, il faut aussi que tout le monde joue le jeu derrière, c'est-à-dire relancé par la consommation, mais comment on peut s'assurer que derrière, on va prendre l'exemple de l'alimentation, que la grande distribution ne va pas augmenter ses prix. Pareil sur tout ce qui est taxation des hauts revenus, comment on va s'assurer que les entreprises restent bien sur le territoire, que ces gens-là, ils vont pas aller se défiscaliser ailleurs. Est-ce que finalement, on peut s'assurer de tout ça derrière pour financer ce SMIC à 1 600 €? J'ai envie de dire, sur le départ des entreprises, c'est un faux débat. Aujourd'hui, des entreprises, des ouvriers qui sont sur le territoire, on ne peut pas les prendre, les mettre sur un bateau et les délocaliser. À un moment donné, des entreprises, quand vous prenez des abattoirs qui sont dans le secteur, les salariés sont ici, ils consomment ici, ils vivent ici. Et donc, l'augmentation des rémunérations induit forcément une augmentation de la consommation populaire de monsieur et madame tout le monde. Hein. Moi, dans mon expérience, monsieur Bollot disait, je vais vous parler d'expérience personnelle. Moi aussi, dans mon expérience personnelle d'avant, je côtoyais, j'étais employé de banque, je côtoyais des gens, monsieur et madame tout le monde, qui avaient des difficultés à finir les fins de mois. Et dès qu'ils sont au centime près, à l'euro près, et donc là, si on leur donne des marges de manœuvre, eh ben, ils retrouvent des plaisirs quotidiens, une consommation populaire qui fait que ça irrigue l'intégralité du territoire.
Pour vous, Monsieur Bolo, c'est quelque chose d'utopique ou c'est quelque chose qui peut être fait? Augmenter le SMIC et jouer un petit peu sur penser que tout le monde est bon samaritain et va respecter. Moi, je rencontre régulièrement des chefs d'entreprise sur ce territoire du Haut-Anjou. Je peux vous assurer qu'ils sont véritablement convaincus de l'importance du salaire et du revenu de leurs salariés. Pourquoi ? Parce qu'on est aussi sur un territoire où il y a une tension autour de l'emploi. On est presque au plein emploi et aujourd'hui, il est difficile de recruter. Et si derrière, on ne fidélise pas le salarié, c'est compliqué. Et donc, du coup, j'en ai encore une fois vu plusieurs qui m'ont dit oui, c'est important pour nous, qui ont mis eux-mêmes les politiques dans leur entreprise pour permettre d'être à tout le monde à un revenu minimum. Et d'ailleurs, un exemple qui m'avait été donné, on était largement au-dessus de 1 600 €, puisqu'on était à 2 000 €, personne en dessous de 2 000 €. Donc les chefs d'entreprise eux-mêmes mettent en place ces politiques-là. C'est pas le rôle de l'État, selon vous, justement, de mettre un minimum ? Si, parce que ceux que j'ai vus étaient peut-être des personnes particulièrement vertueuses, et que dans le monde économique, comme dans toute autre communauté, vous avez ceux qui vont faire les choses, qui ont une vision positives, qui vont se projeter et qui sont des gens qui vont tirer vers le haut. Puis il y a toujours ceux qui vont freiner. Et on sait qu'il y a des domaines d'activité où c'était plus compliqué. Des domaines où c'est des emplois saisonniers, où c'est tendu, où si quelqu'un, on le perd, on peut en retrouver un autre facilement. Et donc, sur ces sujets-là, il faut effectivement une régulation par l'État. C'est le rôle de l'État de protéger le pays et d'apporter des politiques utiles. Donc, effectivement, à un moment donné, il faut mixer les deux. Donc, il n'y a pas de solution unique ici encore. Il faut aller tirer sur plusieurs leviers pour permettre à chacun de vivre de son revenu et aussi le partage de la valeur en entreprise. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Je me permets de vous relancer, Guillaume Joanneau, sur le SMIC à 1 600. L'inquiétude qu'il peut avoir, il y a beaucoup de TPE, de PME ici sur le territoire, c'est de se dire, ok, on augmente le SMIC, mais derrière ce sont les charges sociales qui vont augmenter. Alors effectivement, c'est des problématiques ou en tout cas des interrogations que nous entendons et qui aujourd'hui ont des réponses dans le programme avec différents leviers liés à des financements publics. Mais je voudrais revenir aussi sur l'histoire du pouvoir d'achat, où on parlait justement avant sur les problématiques de santé. À un moment donné, il faut aussi former les jeunes. Et moi, je regrette que M. Bolo n'ait pas voté pour la proposition socialiste qui était du repas à 1 € dans les Crous, qui est vraiment une notion de pouvoir d'achat et de justice sociale et d'accompagner nos étudiants qui peuvent avoir des difficultés. Donc, effectivement, il y a plusieurs leviers, mais il y avait un levier socialiste qui avait été proposé à l'Assemblée nationale pour lequel vous avez refusé de voter. Là-dessus, on a beaucoup de leviers sur les étudiants, sur les fonctionnaires, sur le traitement à 1 600. Et effectivement, je peux entendre que les entreprises se posent des questions, mais à un moment donné, on a construit quelque chose. J'invite tous les auditeurs et les auditrices à regarder le programme du nouveau Front Populaire et de voir son chiffrage, comment on a intégré, parce qu'il y a un petit peu de mécanisme. Et donc, ça peut prendre un petit peu de temps. On rappelle, on prend un salaire de 1 200 €, augmenté en aide de 100 €. La charge patronale derrière, c'est un peu plus de 400 €. Comment on fait En fait, déjà, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de surcoût pour l'entreprise. Et après, il y a aussi des systèmes incitatifs. On parlait comme tout à l'heure pour les médecins. À un moment donné, c'est des systèmes incitatifs qui font que même on pourra accompagner les chefs d'entreprise sous forme de primes ou autres, en faveur d'un développement d'activités qui va aussi dans nos valeurs à gauche, qui sont la transition écologique. Donc tout ça, aujourd'hui, dans le programme, dans le chiffrage du programme du nouveau Front Populaire, c'est bien explicité en fonction des différentes thématiques, et j'invite les auditeurs et les auditrices à le regarder. Bon, le temps passe vite, on va passer au 3e thème. Pour finir, on parle de l'agriculture, pareil, corps de métier très présent sur la circonscription pendant plusieurs semaines au début de l'année. Ils étaient beaucoup dans la rue, tous syndicats confondus d'ailleurs. Les normes, le respect de la loi Egalim. Philippe Bolo, comment on fait déjà pour améliorer le quotidien de ces agriculteurs qui croulent sous les normes, qui se plaignent aussi du non-respect de la loi Egalim et donc d'un manque de prix rémunérateur pour eux? Merci de nous interroger sur ce sujet qui me tient à cœur comme ingénieur agronome. Je vais en profiter pour remercier ma suppléante Patricia Motion, agricultrice, productrice de lait bio sur le territoire de m'accompagner. L'agriculture, c'est véritablement important. Comment on doit la regarder? Qu'est-ce qu'elle doit être? L'agriculture, excusez-moi, est là. Excusez-moi, je suis perturbé par un portable qui vient de sonner. L'agriculture, elle est là pour nourrir. Elle doit nous nourrir, et si elle produit en quantité suffisante, elle permet notamment de réduire
et d'adresser un certain nombre de réponses au sujet précédent qu'on avait sur le pouvoir d'achat. Et au niveau national, elle est aussi très importante parce qu'elle nous permet d'avoir une souveraineté alimentaire qui est véritablement importante dans un contexte international où parfois les tensions peuvent être compliquées. Malgré tout, toutes ces exploitations agricoles restent des entreprises et comme toute entreprise, c'est viable que si on dégage suffisamment de revenus. Pourquoi ? Du revenu pour rémunérer les agriculteurs. N'oublions pas que c'est un travail qui est compliqué, dont le résultat dépend des aléas climatiques extérieurs, qui est un travail qui est, quand on est dans l'élevage, c'est 7 jours sur 7, qui monopolise l'attention toute la journée, donc ça mérite d'être là aussi justement payé. Si l'exploitation agricole génère du revenu parce qu'elle arrive à vendre convenablement ses produits, elle se rémunère. Elle devient attractive, le métier d'agriculteur devient attractif. Et elle peut investir pour la transition écologique, pour l'eau, pour la biodiversité. Donc c'est véritablement le cœur du sujet. Mais finalement, il y a eu des lois prises sur ça. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, la loi Egalim, et c'est quelque chose que vous avez abordé au moment d'annoncer votre candidature à ces législatives, il y a des lois, mais finalement, elles ne sont pas toujours appliquées et il y a la question du contrôle de l'Assemblée nationale. Et cette loi, elle existe, la loi Egalim. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on s'en plaigne, que les agriculteurs se plaignent qu'elle ne soit pas appliquée ? Alors, là, vous touchez un point qui est... Vous me tendez une perche que je prends avec plaisir, c'est celle, effectivement, au-delà du contrôle, c'est l'évaluation. C'est-à-dire que voter une loi, c'est envisager un certain nombre de résultats qui ne se produisent peut-être pas à la hauteur de ce qui était attendu, parce que lorsque la loi est transformée en décret et qui sont appliqués sur le territoire, il peut y avoir un certain nombre de choses qui font que ça ne s'applique pas exactement comme on l'avait entendu et qui ne respectent pas l'intention du législateur et des débats que nous avons eus à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Donc il faut qu'on évalue plus fréquemment. L'évaluation d'Egalim, elle a eu lieu, c'est-à-dire qu'il y a eu Egalim 1, Egalim 2, Egalim 3, à chaque fois pour essayer de corriger ce qui devait l'être, et il y a un travail qui était en cours au moment de la dissolution qui devait aller encore plus loin. Parce que dans le jeu des acteurs, il y a l'agriculteur, il y a le consommateur, mais il y a les transformateurs, les distributeurs, etc. Et on sait que chacun, pour pouvoir préserver ses intérêts économiques, avait tendance parfois à détourner l'objectif de la loi parce que voilà, ils cherchaient à préserver leur intérêt particulier avant de regarder l'intérêt général qui était celui d'une répartition juste de la valeur de la fourche à la fourchette entre la sortie de l'exploitation agricole et chez le consommateur. Donc on comprend qu'il faut encore travailler sur le sujet. Guillaume Joanneau, d'ailleurs c'est plutôt quelque chose qui vous rapproche. Vous êtes ingénieur agronome, vous êtes ingénieur horticole, donc et donc conseiller en entreprise agricole. Vous rapproche. Qu'est-ce qu'on fait pour ces agriculteurs qui sont descendus dans la rue en masse au début de l'année ? Eh ben effectivement, et c'est une vraie problématique et c'est vrai une question. Et j'entends Monsieur Bolo qui est cousu de bonnes intentions vis-à-vis de l'agriculture et que c'est une passion que nous partageons. Mais moi je déplore que le 4 avril vous ayez voté contre une proposition visant à garantir un revenu minimum pour les agriculteurs. Moi, dans mon activité professionnelle, je suis toujours en contact avec des agriculteurs et pas plus tard qu'hier, j'avais un ancien éleveur laitier qui me disait « Bon ben voilà, j'ai arrêté le lait parce que aujourd'hui, les laiteries nous maintiennent tout juste la tête hors de l'eau et nous payent juste le prix parce que pour que l'entreprise puisse vivre. Donc ça devient difficile, donc à un moment donné, il a pris une décision, il a arrêté le lait. Si on arrête le lait, on arrête l'élevage, on n'entretient plus les paysages, les bocages et tout ce qui est les services à la nature et à l'environnement. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Je voudrais aussi revenir, comme il a dit M. Bolo, vis-à-vis entre la production et la consommation, il y a aussi des transformateurs. Sur le territoire de la région des Pays de la Loire, on a des entreprises qui conditionnent des pommes de terre à destination de la commercialisation dans les grandes surfaces. Aujourd'hui, il y a un intervenant, une entreprise qui jette quasiment 1000 tonnes de pommes de terre qui ne sont pas consommées parce qu'elles ne répondent pas au cahier des charges de commercialisation attendu par les grandes surfaces. 1000 tonnes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, forcément comme c'est une entreprise et qu'il doit y avoir une profitabilité, le coût, cette perte, cette charge pour l'entreprise est répercutée sur les lots qu'elle vend. Donc forcément, ça fait augmenter aussi les prix dans la grande surface. Donc effectivement, on n'a pas trop de problématiques de production en France. Dans notre territoire, on a des agriculteurs qui travaillent très bien. On met la pression sur les transformateurs et les distributeurs. C'est un peu ça qu'on... Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Guillaume Garot, député socialiste de la Mayenne, a développé une loi qui était la loi Garot pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Effectivement, il faut la renforcer, il faut aller encore beaucoup plus loin. Parce que moi, à titre personnel, je glane auprès d'agriculteurs pour des associations d'aide alimentaire. Quand je vois qu'aujourd'hui, beaucoup de producteurs se disent « j'aimerais bien que ces productions finissent pour quelque part, pour quelqu'un
qu'elle puisse nourrir les gens. Moi, je suis producteur, je ne produis pas pour les jeter, je produis pour nourrir. Et donc, par rapport à ça, on a beaucoup de choses à faire pour l'agriculture et pour le territoire. Aujourd'hui, dans le territoire, il y a des attentes vis-à-vis de ça, autant des consommateurs, autant que les transformateurs, autant que les agriculteurs. Je me permets de vous lancer parce que vous avez un petit peu de retard. Sur les prix rémunérateurs, qu'est-ce qu'on fait ? C'est toujours ce bras de fer qui existe entre distributeurs et transformateurs. Effectivement. Et donc, de ce point de vue-là, à un moment donné, il faut aussi arrêter avec une certaine complaisance avec des industriels qui, aujourd'hui, tordent le bras de nos agriculteurs en termes de rémunération de leurs prix, de leurs produits. Parce qu'aujourd'hui, maintenir une agriculture, il faut qu'elle soit rémunératrice, effectivement. Et moi, la première chose aussi que j'entends avec les porteurs de projets que je peux accompagner dans mon emploi, aujourd'hui, par exemple, si on prend sur des éleveurs bovins, allaitants, donc pour faire de la viande bovine, leur première problématique, c'est aussi la concurrence qui vient de l'étranger. Aujourd'hui, ils se disent, nous, on produit des produits de qualité dans nos territoires. Tout ce qui est contraintes réglementaires, environnementales, ce n'est pas un souci. C'est un faux débat qui était arrivé au mois de mars lors des manifestations. On a détourné le sujet. Et donc, ils disent, nous, notre problématique, c'est nos prix rémunérateurs et qu'on n'ait pas de concurrence déloyale et de faire importer des produits qui ne respectent pas nos normes sociales et environnementales. Aujourd'hui, c'est le cas avec les accords. C'est plutôt la vision de la Confédération paysanne, qui est un syndicat paysan, pas forcément la vision de tous les syndicats. Alors, moi, pour tout vous dire, je ne prêche pour aucune chapelle. C'est-à-dire que dans mon métier, aujourd'hui, je rencontre des agriculteurs, des porteurs de projets qui veulent être, soit comme vous dites, à la Confédération paysanne, qui peuvent aller aussi à la FNSEA ou qui peuvent aller à la coordination rurale. À un moment donné, l'agriculture, c'est des territoires, c'est des hommes et des femmes qui travaillent et qui produisent de l'alimentation de qualité pour nous nourrir. Et donc là-dessus, je ne suis pas dans une vision de chapelle, dogmatique. Il faut travailler avec tout le monde et c'est pas forcément un syndicat plus qu'un autre, peut-être. Mais au-delà de ça, c'est aussi une attente des agriculteurs quand je les rencontre, quand je les accompagne à l'installation. Peu importe leur tendance politique, syndicale, ils revendiquent tous la même chose, de pouvoir vivre de leur métier, d'avoir des prix décents pour leur production. On va finir avec Philippe Bolo. Il vous a interpellé sur votre vote à l'Assemblée sur ce minimum pour les agriculteurs. Vous pouvez lui répondre, vous avez encore une bonne minute. Oui, je vais répondre à Guillaume Joanneau sur ce sujet-là. Alors, je crois même que c'était passé par la Commission des affaires économiques où je siège, et de mémoire, c'était lors d'une journée consacrée au texte de loi de la France Insoumise sur le revenu minimum en agriculture. Alors, je ne l'ai pas voté parce que j'avais rencontré les agriculteurs du territoire au moment des manifestations en février et mars. C'est pas du tout ce qu'ils demandaient. Ils ne demandaient pas un revenu minimum, ils demandaient plus de liberté, plus de capacité à décider d'eux-mêmes de comment il faut qu'ils produisent, qu'est-ce qu'ils doivent produire, etc. Et cette crise agricole, elle avait révélé ce genre d'attente-là, et notamment il y avait de la simplification administrative, quelque chose qui était très fort, où là encore, l'agriculteur passe du temps à faire autre chose que son véritable métier, c'était dans le champ ou dans l'étable auprès de ses animaux. Et puis, la distorsion de concurrence, je partage tout à fait. C'est-à-dire qu'il nous disait aussi, écoutez, c'est pas normal que nous, on nous impose un certain nombre d'interdictions de produits phytosanitaires, alors que les produits qu'on va retrouver dans les rayons de la grande distribution et qui vont être achetés par nos consommateurs utilisent, lorsqu'ils ont été produits ailleurs, ce genre de produits. Donc en fait, ce qu'ils demandaient les agriculteurs, c'était pas tellement un revenu minimum, c'était du revenu tout court avec une capacité à agir, une capacité à décider pour investir au final, parce que c'est aussi cela qu'ils attendent pour être en capacité d'investir et notamment en direction et en réponse aux enjeux des transitions, encore une fois, de la biodiversité, de la protection du climat, de la protection de l'eau, de la protection des sols. Je vous remercie, il y a 11 secondes d'écart entre les deux. Je ne sais pas si Philippe Bolo, vous avez juste rajouté quelque chose en 10 secondes. En 10 secondes, le prochain débat, on parle plus de transition écologique. Très bien, merci. Merci à tous, merci à vous deux de nous avoir accordé du temps pour ce débat. Merci beaucoup sur le plateau. Merci à vous de nous avoir écoutés et regardés. Vous pouvez retrouver bien sûr ce débat sur le site oxygèneradio.com. Belle soirée à vous. Législative 2024, 7e circonscription. Le débat avec Marie Chevillard et Alexis Velayoudom.